Bonjour et bienvenue sur la chaîne Real Data Hero qui présente nos analyses graphiques sur la pandémie Covid-19. Cette vidéo se trouve sur le canal Telegram ainsi que sur Odyssey. Aujourd'hui, mise en lumière du travail de la Commission permanente pour la vaccination STIKO. En raison de leur valeur professionnelle, ces recommandations constituent la base des directives du Comité fédéral commun qui définissent les conditions pour que les vaccinations préventives soient reconnues comme prestations obligatoires de l'assurance maladie. L'importance des évaluations et des recommandations de la STIKO sur la formation de l'opinion et les décisions des politiciens est apparue clairement lors de nos entretiens avec des politiciens avant le vote sur la vaccination obligatoire au Bundestag. Malgré le rejet par le Bundestag, le législateur s'est de toute façon donné les moyens d'ordonner des vaccinations préventives obligatoires pour des parties menacées de la population dans le paragraphe 6 de la loi sur la protection contre les infections. L'évaluation de la STIKO joue un rôle prépondérant pour déterminer ces groupes vulnérables. Le gouvernement définit lui-même les critères de menace et se réfère à la commission permanente de vaccination qu'il a lui-même nommée. La Commission européenne veille également à ce que la vaccination soit entre guillemets obligatoire dans l'ensemble de l'Union européenne par l'introduction obligatoire du certificat de vaccination numérique. Suite à notre invitation à l'occasion de la votation sur la vaccination, une table ronde a été organisée entre des experts du groupe Sieben Argumente et un politicien des Verts. Il a exposé les arguments qui, selon lui, plaident en faveur d'une vaccination obligatoire généralisée. La protection personnelle, la prévention d'une surcharge hospitalière redoutée, qui est réfutée depuis longtemps par notre travail. Les problèmes actuels se situent exclusivement au niveau du personnel, la vaccination obligatoire en établissement devenant un boomerang qui crée des vides supplémentaires. La protection efficace des tiers, du point de vue du politicien, après le rappel, également pour le variant Omicron en se référant à 2 études danoises. Et sans arrière-plan factuel, il a également supposé que la couverture vaccinale de la population empêchait l'apparition de nouveaux variants. Il n'a pas été en mesure de fournir d'arguments ni de preuves aux experts scientifiques. Ces études danoises et israéliennes démontrent précisément le contraire. La protection vaccinale contre l'infection diminue dramatiquement en peu de temps comparée aux personnes guéries, ce qui a pour conséquence logique que les personnes guéries n'ont pas besoin de se faire vacciner. C'est exactement ce que montre cette courbe qui indique en vert la diminution de l'efficacité du vaccin et en rouge les nouvelles infections pour les guéris. Selon cette étude, la combinaison d'un vaccin unique après guérison présente un léger avantage qui pourrait éventuellement donner lieu à une recommandation de décision individuelle, mais pas à une obligation. Il apparaît très vite que la STIKO avait déjà posé les jalons de l'argumentation politique sur la vaccination obligatoire dans son communiqué de presse du 18 novembre 2021. La recommandation des rappels, la mention d'un intervalle de 6 mois qui ouvre déjà la voie à d'autres rappels, la prétention de charges élevées pour les capacités de médecine intensive sans preuve, l'affirmation que la protection individuelle peut être maintenue par des vaccinations répétées sans mention de la nécessité éventuelle d'adaptation aux variants, et l'objectif juridiquement déterminant d'une obligation vaccinale générale, une protection éventuelle pour autrui. Dans la bouche de la commission d'experts, ces déclarations n'ont pas le caractère des conjectures qu'elles ont en fin de compte, mais deviennent des convictions immuables. Lothar Wieler a répété à plusieurs reprises lors des conférences de presse fédérales que ces déclarations ne devaient plus jamais être mises en question. La recommandation de la STIKO revêt donc une importance capitale, notamment pour la campagne de vaccination qui a débuté en décembre 2020. L'Institut Robert Koch assure la coordination de la commission. Ces recommandations permettent de publier le calendrier de vaccination en vigueur auquel se réfèrent les recommandations publiques de vaccination des Länder. La STIKO a été créée en 1972 par l'Office fédéral de la santé publique
en tant que comité d'experts indépendants travaillant bénévolement et indépendamment de toute idéologie politique. Ces recommandations ont été inscrites dans la loi sur la protection contre les infections en 2001 et introduites comme prestation obligatoire des assurances maladie légales. Ces analyses d'efficacité et d'innocuité servent de base aux médecins pour les conseils individuels sur le rapport bénéfice-risque et l'ASTICO surveille en outre les effets d'une stratégie de vaccination généralisée. Ces recommandations sont considérées comme un standard médical et constituent également des preuves utilisables devant les tribunaux. Le ministère fédéral de la Santé nomme tous les 3 ans les 18 membres actuels issus de différents domaines de la recherche, de la santé publique et du corps médical. De nombreux représentants des autorités fédérales participent à chaque fois aux réunions à titre consultatif. Même sur le site internet du RKI, l'ASTICO se réfère explicitement à la fonction honorifique personnelle qui oblige à une prise de décision responsable et impartiale uniquement liée à sa bonne conscience. Pour ceux qui souhaitent se pencher plus en détail sur les bases juridiques, vous les trouverez à droite. Dans un État libéral et démocratique, une telle activité à responsabilité ne va pas sans critiques qui se font entendre dans des médias de premier plan. La rédactrice au Süddeutsche Zeitung a profité de ses recherches 2000-2010 sur le travail de l'ASTICO pour rédiger ce rapport critique. En raison de ses contacts trop étroits avec l'industrie, l'ASTICO est même qualifié d'ennemi de tous ceux qui voient les vaccins d'un œil sceptique. Le calendrier de vaccination luxueusement conçu à la discrétion des membres serait interprété par de nombreux citoyens comme un bourbier malsain de médecins corrompus et une industrie pharmaceutique avide, même si certains vaccins recommandés sont utiles et incontestés. Wolfgang Becker-Brüser de l'Arznei Telegramm est cité pour avoir déclaré « Il est inconcevable qu'une commission publique accepte de l'argent de la part d'entreprises dont elle décide des produits. » Le caractère explosif des liens pharmaceutiques est devenu particulièrement sensible depuis que les caisses ont été obligées de rembourser tous les vaccins légitimés par la recommandation de l'ASTICO. En raison d'accusations persistantes de corruption, le règlement intérieur a été modifié et des questionnaires d'auto-évaluation de partialité ont été introduits. Ils sont envoyés aux membres avant chaque réunion. L'auto-évaluation d'un éventuel conflit d'intérêts est alors la base d'une éventuelle exclusion lors du vote, alors qu'il est encore possible de participer à la discussion informative. Pour le vote, la majorité des voix suffit. Quel que soit le rôle joué à l'époque par l'importante contribution médiatique de Christina Berndt dans le Süddeutsche pour les changements stratégiques, on ne retrouve plus de telles critiques dans ses articles actuels. Malgré ses connaissances approfondies du contexte, elle se présente comme une avocate des mesures ordonnées par le gouvernement et l'ASTICO. Quelques titres : au contact du virus, pour qui la 4e dose de vaccin est-elle utile ? Le virus et les morts, les tests ne sont pas le problème. Assouplir ou confiner ? Assouplissement Covid, jouer avec le feu ? Pourquoi le nouveau variant Omicron est-il encore plus contagieux ? Et comment une caisse maladie confond les données sur les prétendus effets secondaires des vaccins ? Ce dernier article remet en question l'analyse des données de facturation des caisses d'assurance maladie des effets secondaires des vaccins de la BKK Provita, qui intervient de manière investigative précisément là où le journalisme devrait être sérieusement remis en question. Cette méthode de travail, Mme Berndt l'avait encore démontrée de manière impressionnante en 2010 dans le cadre des répercussions concrètes du règlement intérieur de l'ASTICO. Comme le contrôle médiatique critique de l'indépendance des membres de l'ASTICO fait actuellement défaut, je vais me pencher sur cette question de manière un peu plus détaillée. Si nous examinons la composition actuelle de l'ASTICO, nommée pour 4 ans, nous trouvons, outre des professeurs d'université, des collaborateurs d'instituts de recherche, des services de santé publique, un médecin généraliste, un pédiatre et une femme médecin. L'ASTICO est représenté au niveau international par des membres d'Autriche,
de Suisse et des Pays-Bas. Mais le fait que les instituts de recherche et les universités coopèrent également avec des entreprises et des fondations susceptibles d'exercer une influence peut être illustré par exemple par le fait que l'hôpital universitaire de Heidelberg a reçu une subvention de la fondation Bill et Melinda Gates en 2019 avec pour mission de développer un concept visant à rétablir la confiance envers les vaccins aux Philippines. Nous y consacrerons prochainement une autre vidéo. Le nombre d'invités permanents issus de ministères et de collaborateurs de l'Institut Robert Koch, 19, dépasse même le nombre de membres de la commission. Ceux-ci n'ont certes pas le droit de vote et seulement une fonction consultative. Une prise de décision indépendante et soumise à la seule conscience est-elle ainsi garantie? Le ministre fédéral de la Santé en particulier a nommé lui-même les membres dans leur fonction d'expert et a des objectifs politiques qu'il va intégrer dans la discussion. Lorsque l'ASTICO a publié la recommandation de vaccination pour les adolescents en juin 2021, quel rôle aura joué la déclaration largement médiatisée du ministre de la Santé de l'époque, Jens Spahn, qui s'était prononcé un mois plus tôt en faveur de cette vaccination, même sans recommandation générale de l'ASTICO? A-t-on exercé une pression inadmissible sur la décision de conscience indépendante des membres qui aurait été étayée par des représentants du BMG lors de la réunion consultative de l'ASTICO? Qu'en est-il actuellement des conflits d'intérêts au sein du comité de 18 experts? Le RKI publie les autodéclarations relatives au questionnaire. 5 membres déclarent avoir donné des conférences sur la prophylaxie vaccinale devant des associations de médecins et des organisations faîtières, dont certaines financées par la pharmaceutique. Le professeur Huberla d'Erlangen, une activité de conseil pour AstraZeneca en 2015, et la professeure Van der Sande des Pays-Bas, des études sur les vaccins préventifs financées par la pharma et d'autres activités qui, au sens du règlement intérieur de l'ASTICO, pourraient entraîner des conflits d'intérêts sur certains sujets. La preuve de la forte motivation fondamentale des membres de l'ASTICO pour la vaccination est apportée par la professeure Vicker à Francfort dans cette coupure de presse où la directrice des soins infirmiers de l'hôpital universitaire a été la première à se faire vacciner, ce que Mme Vicker commente en disant avoir posé la première pierre d'une lutte efficace contre la pandémie à l'hôpital universitaire. Sa remarque: pour lutter efficacement contre la pandémie, il faut que 60 à 70% de la population se fasse vacciner, devrait, dans la bouche de la vice-présidente de l'ASTICO, répondre à l'exigence scientifique de déclarer logiquement la clôture de la campagne de vaccination au vu du taux actuel nettement supérieur à 70%. 3 autres membres donnent une liste de 4 à 10 domaines de conflit d'intérêts. La professeure Widerman de Vienne, titulaire de brevets, de licences ou autres sur des vaccins, entre autres activités professionnelles antérieures. Le professeur Zepp de l'Université de Mayence, qui en mentionne ouvertement 6, et le professeur Heininger de Bâle, qui arrive en tête avec 10 conflits d'intérêts, sans oublier des contacts avec des entreprises comme Sanofi par exemple. Tous les professeurs cités travaillent dans des universités de renom. S'il subsiste une certaine indépendance, on ne peut attester de la neutralité critique d'aucun membre sur le thème de la vaccination, car ils s'étaient tous engagés auparavant. L'appartenance à une université ne garantit pas l'absence de conflit d'intérêts, comme le montre cet aperçu des subventions accordées par la Fondation Bill et Melinda Gates aux universités et instituts de recherche allemands au cours des 24 dernières années, et qui peuvent être liées à des missions très concrètes, comme dans l'exemple déjà cité de la clinique universitaire de Heidelberg. Une analyse détaillée à ce sujet suivra prochainement. Il faut noter que l'Institut Robert Koch, financé par les impôts, a également reçu des subventions ciblées. Si les conflits d'intérêts externes des membres de la commission sont connus, des experts externes supplémentaires dont les intérêts ne sont pas divulgués participent au groupe de travail. Le groupe de travail Covid-19 comprend par exemple la professeure Verena Wild de l'Université d'Augsbourg qui travaille sur un projet de recherche financé par le ministère fédéral de l'Éducation et de la Recherche sur les défis de la transformation numérique dans le domaine de la santé au niveau individuel et social.
le Dr Heidi Meyer du RKI qui veille à la mise en œuvre des directives de l'OMS en Europe, et le professeur Heike von Baum de l'Université d'Ulm qui participe en tant qu'experte au groupe de travail sur la prévention vaccinale auprès du personnel médical. Dans ce qui suit, nous verrons le travail concret de l'ASTICO en général et dans la campagne de vaccination Covid-19. Cet aperçu montre l'ampleur du spectre d'action de la Commission permanente pour la vaccination, comme le montre le Centre fédéral pour l'éducation à la santé. Son rôle d'organe indépendant chargé de fixer les recommandations pour le calendrier de vaccination reconnu par les caisses maladies a abouti entre-temps à une liste de 40 indications en partie répétitives, sans compter les rappels, par exemple pour la grippe. Tous ces vaccins ne sont pas seulement des interventions au niveau du système immunitaire censées le renforcer. Les modifications qui en résultent pour le fonctionnement naturel du système immunitaire n'ont jamais été étudiées dans leur globalité. L'augmentation des réactions allergiques, des modifications malignes et des réactions auto-immunes indésirables devrait sans doute faire l'objet d'un examen critique urgent de la part d'un comité d'experts indépendant, alors que de nouveaux ajouts sont sans cesse intégrés à ces recommandations sans contrôle sur les effets à long terme. Jetons un coup d'œil au procès-verbal de la dernière réunion de l'ASTICO avant la déclaration de la pandémie en mars 2019. Une lettre adressée à Jens Spahn pour lui faire part de leurs préoccupations sur la sécurité de l'approvisionnement en vaccins est restée sans réponse. La formation d'assistants médicaux en tant qu'agents de vaccination. La mise en raison internationale avec les commissions de vaccination de 35 pays. Discussion sur les recommandations de vaccination off-label qui peuvent être effectuées même sans posséder de preuves sérieuses de leur efficacité. Atelier de l'OMS pour élaborer une ligne directrice sur la manière de déjouer les messages des opposants à la vaccination. L'utilisation des données de facturation des médecins pour un suivi de la vaccination. La collaboration avec le Conseil d'éthique sur la vaccination obligatoire contre la rougeole. Le pouvoir de l'ASTICO de décider des recommandations de vaccination. La mention de l'efficacité insuffisante du vaccin contre la grippe 2018-2019 malgré une composition adaptée. On a presque l'impression qu'avant même que le virus du SARS-CoV-2 n'apparaisse, tous les jalons pour une action coordonnée au niveau mondial avaient déjà été posés. Les activités de l'ASTICO dans la campagne de vaccination Covid-19 sont illustrées par ce diagramme. 13 communiqués de presse en 2021, un total de 19 mises à jour entre-temps, les justifications et prises de position scientifiques complexes correspondantes. Comment est-il possible d'effectuer cette charge de travail à titre bénévole, en plus de son activité professionnelle de professeur d'université, de chercheur ou de médecin? Le procès-verbal de la réunion des 4 et 5 novembre 2020 montre comment l'ASTICO a préparé l'ouverture de la campagne de vaccination. Sur la base de la collaboration avec le Conseil d'éthique et la Léopoldina, l'état de la situation est discuté. Sur la base d'un estimateur de risque d'hospitalisation Covid-19 ou de mortalité hospitalière, la justification scientifique de la priorisation visée des groupes d'âge et des groupes à risque est abordée. Citation. La forme sous laquelle la décision de priorisation de l'ASTICO doit être publiée n'a pas encore été définitivement arrêtée. La priorisation pourrait faire partie de la recommandation régulière ou servir d'information préalable pour la planification ultérieure de la campagne de vaccination. C'est par ces mots que se termine le procès-verbal de l'ordre du jour de la réunion du 5 novembre 2020, sans mention de prise de décision. Ainsi, le plan de priorisation a été mis en œuvre dans le deuxième bulletin 2021 sans aucune décision consignée au procès-verbal. En partant du début de la campagne de vaccination sans protocole de décision de l'ASTICO, il existe maintenant 19 mises à jour de recommandations pour les vaccins Covid-19. À la priorisation en 6 étapes selon les groupes d'âge et de risque, avec tout d'abord 2 vaccins ARN-M, BioNTech et Moderna, s'ajoutent en avril et en mai Janssen et en juillet AstraZeneca. Une recommandation pour les adolescents en juin devient rapidement une recommandation générale de vaccination.
S'y ajoute en septembre la recommandation pour les femmes enceintes et allaitantes, et peu après pour les personnes atteintes d'immunodéficience. Le seul indice de fléchissement dans l'extension constante de cette campagne est donné en novembre par la restriction selon laquelle les moins de 30 ans ne doivent être vaccinés qu'avec BioNTech en raison d'inflammations plus fréquentes du myocarde chez les jeunes hommes, sans tenir compte du fait que cet effet secondaire existe en nombre comparable avec ce vaccin. La vaccination des enfants est introduite comme indication en janvier 2022 après une lutte acharnée et certainement pas sans influence du ministre de la Santé et fera l'objet d'une publicité croissante. Un nouveau vaccin inactivé, le Nuvaxovid, est ajouté à l'offre pour les citoyens réticents vis-à-vis de l'ARN messager en février 2022. En décembre 2021, la campagne s'étend au premier appel et en février, le deuxième est déjà ajouté. On a l'impression qu'un train s'est mis en marche, qu'il accélère de plus en plus et qu'il ne faut plus en descendre. Si l'on se souvient des propos de la vice-présidente de l'Astico, il faudrait viser un taux de vaccination de 60 à 70% pour faire face à la pandémie. Il semble que toute discussion sur l'efficacité réelle des mesures de vaccination ait été effacée de la conscience des experts. Si après, nous présentons le travail de l'Astico en général et celui de la campagne de vaccination Covid-19 en particulier. Un coup d'œil sur la recommandation du vaccin contre la coqueluche aux femmes enceintes en mars 2020 donne un exemple de prise de décision. Une discussion au sein des associations professionnelles a précédé et un avis a été recueilli. L'introduction d'un chiffre de facturation spécifique garantira la reconnaissance par les caisses et le vote par 14 voix contre 12 décide de la recommandation pour toutes les femmes enceintes. Aucune discussion sur les bénéfices et les risques n'a eu lieu à cette occasion. Les données de position de facturation de l'INEC pour coqueluches hospitalisées en 2019 donnent 37 hospitalisations de femmes en âge de procréer entre 18 et 49 ans, ce qui correspond à 0,0000235% des femmes de ce groupe d'âge. Avec 773 144 naissances en 2020, le risque pour une femme enceinte d'être gravement atteinte de coqueluche pendant la grossesse serait de 0,0000115%. Cet ordre de grandeur est bien sûr approximatif et ne remplace pas des études minutieuses, mais doit être considéré en contraste avec la prudence générale recommandée lors de l'administration de médicaments pendant la grossesse, sans vouloir ignorer les problèmes éventuels provoqués par de fortes craintes de tout. Mais ce risque est à mettre sur un pied d'égalité avec les autres risques de maladies et d'accidents auxquels les femmes enceintes sont particulièrement exposées, de sorte que les risques liés au vaccin ne doivent pas non plus être ignorés. L'exemple de l'aluminium, adjuvant ajouté à de nombreux vaccins, montre que l'Astico s'occupe aussi des problèmes médicaux liés aux effets secondaires des vaccins, au-delà de l'entraînement initié par l'OMS pour déjouer les messages des opposants. Une fois de plus, il ne s'agit pas de la question factuelle de savoir quel est le rôle de ce métal toxique dans les vaccins, mais des concentrations déterminées lors d'expérimentations animales sur des rats qui sont citées comme point de départ de calcul de modèles chez les enfants. Le fait que la quantité principale absorbée reste dans les os n'est pas considéré comme problématique et les concentrations hypothétiques dans le cerveau, déterminées par le modèle informatique, sont même considérées comme prouvées. Qu'il existe des données de recherche valables sur l'aluminium suite à des catastrophes environnementales et les liens potentiels, entre autres, avec l'apparition de la maladie d'Alzheimer et le cancer du sein chez la femme, n'est pas pris en compte dans la discussion et par conséquent les toxicologues expérimentés en la matière n'ont pas la parole. Je considère comme une minimisation le fait de mettre en avant l'absorption d'aluminium par l'alimentation comme une charge naturelle, car comment expliquer que la démence ait connu une augmentation exponentielle en tant que cause de décès depuis 2000 ? Pourquoi chaque prétendue expertise ne s'occupe-t-elle que des concentrations limites à ne pas dépasser, volontiers augmentées en cas de besoin, et non des conséquences à long terme d'une intoxication insidieuse ? Celui qui a vu la couleur de ce plasma sanguin chargé par aphérèse, technique de prélèvement de certains composants sanguins par circulation extracorporelle du sang, et qui a étudié les charges toxicologiques,
prendra au sérieux les charges alimentaires, celles liées aux produits d'hygiène corporelle et les médicamenteuses. Je peux vous dire que dans un cas que je connais personnellement, l'élimination des toxines du sang a permis d'éliminer des symptômes importants de maladie. Vu que les recommandations de la STIKO deviennent directement des lignes directrices médicales et revêtent également une grande importance juridique, l'exigence du contexte scientifique des recommandations joue un rôle prépondérant. Bien qu'indépendante, la STIKO ne dispose pas d'un site internet autonome. Par conséquent, l'Institut Robert Koch publie à chaque fois les justifications scientifiques, les recommandations et les mises à jour. Le RKI est également responsable du tri, de la préparation des études et de l'analyse systématique de la littérature spécialisée pour les réunions consultatives de la STIKO. Cela revêt une importance considérable au vu de l'avalanche de nouvelles études sur la pandémie du Covid-19, car un grand nombre de travaux totalement insuffisants sur le plan scientifique ont apparemment trouvé leur place dans des revues renommées en raison d'un message central souhaité par la politique et la société. C'est pourquoi un groupe de travail d'experts de Sieben Argumente travaille actuellement à l'examen et à la validation de nombreuses études. Dans ce cadre, je ne vais pas aborder en détail les différentes preuves scientifiques de la STIKO. Les évaluations correspondantes seront publiées sur le site internet de Sieben Argumente. À titre d'exemple, quelques déclarations de notre équipe d'experts concernant la justification scientifique de la recommandation de vaccination des enfants. La STIKO atteste que les enfants sans antécédents médicaux ne présentent qu'un faible risque de Covid-19 sévère, d'hospitalisation et de séjour en soins intensifs. Néanmoins, une recommandation de vaccination dite indicative est émise, transférant ainsi la responsabilité d'éventuels dommages liés au vaccin aux médecins conseils et aux parents. Il convient de noter que cette compilation est publiée sans date, ce qui ne permet pas de vérifier si l'évolution des connaissances a été prise en compte lors de la publication de nouvelles données. On peut se demander pourquoi l'étude de la deuxième cohorte a été si courte, moins de 3 semaines. L'absence d'informations détaillées sur les interventions reçues est également très problématique. Lors de la revue critique, le problème principal est nommé dans l'étude même, à savoir qu'en raison de la petite population étudiée, on n'a pu obtenir qu'un très petit nombre de cas, ce qui soumet les relations de cause à effet à une marge d'erreur considérable. Christina Berndt du Süddeutsche pourrait certainement trouver de précieux sujets de discussion pour déterminer si, avec de telles données, la recommandation d'indication est une décision réellement indépendante et fondée sur des preuves de la part de la STIKO, ou s'il ne s'agit pas plutôt d'une décision de concession à la pression politique, médiatique et donc sociétale. Certaines personnes ont recours à une multitude de compléments alimentaires pour améliorer leur santé et prévenir les maladies. Il est toutefois conseillé d'adopter une alimentation équilibrée pour chaque complément alimentaire, car ils ne la remplacent pas. En trop grande quantité, ils peuvent même être nocifs. Dans plus de 40 recommandations de vaccination, aucun avertissement qui contribue à un mode de vie sain et à la minimisation des risques de maladie. L'Institut Paul Ehrlich, responsable de la sécurité et de la surveillance des vaccins en collaboration avec la STIKO, émet un slogan de confiance générale selon lequel les vaccins comptent parmi les médicaments les plus sûrs qui soient. Aucun doute sur leur utilité, leur efficacité et la nécessité de leur utilisation. Le conseil médical individuel est de plus en plus relégué au second plan. Alors que le problème des compléments alimentaires réside dans une surveillance et une sécurité insuffisantes, la promesse de sécurité des vaccins suggère que plus de vaccins entraînent une meilleure santé ou l'absence de maladie, ce qui est tout aussi trompeur que les fausses promesses de guérison de certains fournisseurs de compléments alimentaires. Pour terminer, j'aimerais attirer votre attention sur les sites web des groupes La science au service de la société, Sieben Argumente, composé de plus de 80 scientifiques, et de notre association de journalistes de données libres qui mettent à votre disposition des analyses et des expertises valides et indépendantes sur la pandémie Covid-19, notamment sous la forme de fiches d'information déjà très populaires. Ceux qui souhaitent soutenir notre travail peuvent le faire pour certaines mesures et investissements à venir dans le contexte de la coopération,
En adressant le soutien à Real Hero, vous trouverez les informations sur Telegram, mais vous trouverez également des indications correspondantes pour le soutien des groupes. Merci de votre intérêt et de votre attention. Au revoir et à bientôt de la part de Real Hero.